Radio Sport. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous sur Radio Sport pour une nouvelle grande expérience jusqu'au 8 septembre. Les Jeux paralympiques dans la foulée des grands Jeux olympiques. On a tous encore en mémoire. Toute l'équipe de Radio Sport est là. Les anciens comme les plus jeunes et les recrues vont se dévoiler d'ici 20h avec d'abord le boss, avec Fabrice qui est avec nous comme d'habitude. Salut Fabrice, salut à toi. Je suis dans le noir. Non mais t'es beau dans le noir, tu sais, tu te vois bien, t'es parfait. Je me suis caché aujourd'hui. Oui, mais tu es bien, t'es à ta place avec ta petite casquette Radio Sport. Tu es magnifique. À tes côtés, les légendes de cette émission, avec Étienne Bonamy et sa bibliothèque, puisqu'il est la Bible, il est la plume de cette émission. Salut à toi Étienne. Salut Paco, salut à tout le monde. Il est notre Domitis à nous, il est sorti pour 15 jours, il a son bon de sortie. L'homme de tous les défis est avec nous, des nouveaux sports ce soir à vous présenter. Salut Jérôme Armand. Ah ouais, plein de nouveaux sports. Salut Paco, salut à tous. Et notre stagiaire de l'été, il tient le coup. Hein. Depuis l'Euro, il est là. Il a fait les Jeux Olympiques, il a fait le Tour de France, et il est encore là. Et bravo Jules. Salut à toi Jules. Salut, moi ça va très bien. Ouais. Tour de vacances, et on est au taquet là pour les paras. D'accord. Il y a un moment, t'étais pas en vacances, j'ai pas compris. Excuse-moi. Ah là, entre les JO et les paras, j'étais en vacances, mais là... Ah, c'est bien. Là, t'es reconcentré. Là, on est reparti pour les paras et... On a déjà moi j'ai déjà mes images. Déjà les images. Un top 5 comme tous les soirs, qu'on va diviser en deux. On va faire un petit top 3, puis un top 2 à la fin, parce qu'il peut se passer plein de choses. 1 heure avant la cérémonie d'ouverture. On va présenter ceux qui vont nous suivre également. 3 parathlètes qui vont nous rejoindre. Je commence par une dame, Christelle Ribaud, qui sera pas avec nous ce soir, parce qu'on n'est pas obligé d'être là tous les soirs non plus, parce que madame, elle travaille. Oui, elle fait du vélo. Elle est sur le vélodrome de Saint-Quentin, et elle essaie de faire ses minima, bien sûr, pour la suite de la saison. Christelle Ribaud, qui sera donc notre caution féminine parmi nos 3 consultants, avec Johan Taberlet qui va nous rejoindre, qui était champion du monde il n'y a pas si longtemps encore, qui a fait 4e aux Jeux Olympiques d'hiver. Johan sera avec nous dans quelques instants pour se présenter, tout comme Nolan qui va nous rejoindre, lui qui rêve de disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles dans 4 ans, les Jeux paralympiques. Il va falloir s'habituer à bien dire des Jeux, et surtout une délégation composée de superbes athlètes. Et pour nous en parler de ces athlètes et nous parler de cette délégation, qui de mieux que la présidente du comité paralympique et sportif français, Madame Marie-Amélie Le Fur. À Jeux à la maison, à premier Jeux paralympiques en France, il nous fallait une délégation exceptionnelle pour répondre à la grandeur de cet événement. Donc cette délégation, vous la connaissez désormais, c'est 237 athlètes qui seront alignés dans les 22 sports du programme paralympique. On le rappelle, c'est la première fois que la France sera présente dans tous les sports du programme paralympique. Ce sera une première pour le volley assis, ce sera une première pour le goalball. Donc c'est important parce que ça démontre aussi la capacité de la France de préparer des athlètes de haut niveau dans véritablement une pluralité des disciplines. Statistique importante, c'est aussi le nombre de femmes de cette délégation. 82 femmes, c'est 34% de la délégation. Là, au Tokyo, nous étions autour de 25%. Donc, il y a eu vraiment un bond dans cette capacité des différentes disciplines à aller aussi féminiser cette délégation française. On n'est pas encore à parité, c'est un objectif moyen terme, mais en tout cas, sur ces enjeux-là, on progresse. Dire aussi que notre équipe de France, elle serait rien sans les assistants qui seront au nombre de 20 dans 3 disciplines, la boccia, le cyclisme, le para-athlétisme, et également, mais non médaillés, mais ils sont pour autant essentiels dans le parcours de vie de l'athlète, également des assistants en tir sportif. Rappelez aussi que cette délégation, ce sont des athlètes, mais ce sont aussi des cadres, des entraîneurs qui sont aux côtés des sportifs de haut niveau, et je peux vous dire que chacun est engagé à 150% pour faire en sorte que chaque athlète le jour J soit en capacité de performer. Donc au total, la délégation française, c'est 450 personnes au village, vraiment avec ce symbole de la délégation, mais c'est aussi toutes les forces vives que vous allez retrouver au Club France, qui permettent, au-delà du champ compétitif, d'avoir aussi ce temps de célébration dont on a revu quelques images. Et dernier chiffre, et là ça va être votre mission, porte-drapeau,
chef de mission, d'accompagner tout particulièrement ces athlètes qui vont découvrir les Jeux. Et découvrir les Jeux quand ils sont à la maison, ça a aussi une saveur toute particulière. Et là, on a 121 athlètes, dont ce sont les tout premiers Jeux paralympiques. On va les surveiller, tous ces athlètes, évidemment, paralympiques. On a un programme riche, très riche, mon cher Fabrice, jusqu'au dimanche 8 septembre. Hein. Oh que oui, excusez-moi parce que en fait c'est le bazar parce que je suis en train de regarder tout le programme. Il est énorme. Il y a tu sais qu'il y a beaucoup de pages en fait. Il y a des sports jusqu'au 8 septembre. C'est pas juste 2 épreuves, il y en a énormément et demain ça va commencer fort, ça commence à 8h du matin avec du para-badminton et tous les jours il y a des choses et tous les jours il y a des gens qui vont pouvoir nous en parler et tu vois au moment où je t'en parle à l'instant même, nous avons un invité qui arrive donc on va pas perdre. Ah si. Déjà on va juste lui demander s'il veut bien se mettre en mode Ah mais il sait pas faire. C'est le monde de l'événementiel, tu sais. Il est plutôt jeune. Alors, je vais, si, il arrive. Si, voilà, il faudrait essayer. C'était presque bon. Hop, et là, ça marche. On ne bouge plus. Le temps que moi, je rajoute simplement monsieur sur le direct. Et pour te dire, donc, il y a des sports de partout. Faut pas rêver, hein. Il y en a énormément. On a des sports qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Des sports que le nom vous ne dira rien parce que, bah, en fait, on les connaît pas. C'est avec la mission de Jérôme. Et il y a aussi des gens qui vont pouvoir nous parler de l'ambiance des JO, Christophe, comme notre invité qui est en train de découvrir ce qui va se passer d'ici, les 54 minutes. Oui, ça sera pas en bateau cette fois-ci, il sera pas sur la Seine. Il y aura pas de pluie non plus, ça c'est pas mal. Visiblement, il a l'air de faire bon parce que j'aperçois le visage de Serge Tapia, qui est un homme de l'événementiel qu'on adore, qui est avec nous, monsieur Seth Partner. Comment ça se présente cette cérémonie maintenant dans 55 minutes pour être précis? Eh ben écoute, je trouve que, comme ce que j'avais trouvé d'ailleurs lors des JO, il y a une super ambiance. C'est très détendu, c'est très cool, c'est très bon enfant. Et je trouve que là, déjà, de ce point de vue-là, c'est une belle réussite. Il n'y a pas trop de cohue, c'est assez fluide, c'est bien centralisé, c'est bien canalisé au niveau des espaces. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire bravo. T'as envie de dire bravo déjà. T'étais resté sur ta fin, la cérémonie d'ouverture. On t'a pas eu à la conclusion. C'était plus banal, j'allais dire. C'était moins intriguant, même si ça faisait un petit peu peur par moment, cette cérémonie de clôture. Ouais, je suis aussi resté sur ma fin sur la cérémonie de clôture. Que j'ai trouvé un peu fade. Et c'est un peu la même punition, mais c'est une punition quelque part obligatoire. C'est que ces cérémonies sont faites pour être filmées. C'est-à-dire qu'en fait, toute la scénographie est faite pour passer à la télé, passer dans le monde entier, ce qui est logique. Ce qui fait qu'en termes de spectacle, en termes de spectateurs, eh bien, c'est moins prenant, c'est moins intéressant, on est moins dedans. Donc, j'attends beaucoup de cette cérémonie-là, qui sera plus concentrée, plus petite, sûrement plus cosy, plus humaine, sur ce qui va se passer à la Concorde, pour qu'il y ait cet équilibre entre ce qu'on propose aux spectateurs et ce qu'on propose aux téléspectateurs. Oui, mais tu penses que les gens ce soir vont pas être déçus, les gens qui seront présents comme toi vont pouvoir voir enfin quelque chose d'une cérémonie, quoi. Je pense que oui. Je pense que ça va être beaucoup plus proche de ce qu'on en attend, et dans mon métier l'événementiel c'est important, de l'expérience spectateur que l'on va vivre et non pas que de l'expérience téléspectateur. Ouais. Est-ce qu'on va voir un cheval sur la scène? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on va mettre le handicap quelque part alors, on a employé le terme super-héros, c'est le grand débat du moment qui a été mal choisi pour Teddy Riner de la part de certains para-athlètes. Aujourd'hui, on veut des athlètes. Est-ce qu'on va les voir défiler différemment? Est-ce qu'ils vont s'asseoir différemment aussi pour assister? Parce que c'est pas facile, si t'es en fauteuil, si tu as une jambe en moins haute, c'est pas simple de gérer cette population. Ouais, alors il y a cet équilibre ou cette dualité, j'ai envie de dire, entre le sportif, donc la notion de je fais du sport, quelle que soit ma capacité physique, handicap à en faire, et puis le handicap en termes de message d'inclusion dans la société. De ce que j'ai cru comprendre, le corps va être mis en valeur. Et le corps, c'est un corps qui fait du sport, c'est un corps qui souffre, c'est un corps qui a souffert, c'est un corps à qui il peut manquer un membre ou autre chose. Et donc, il peut y avoir un joli message qui mixe cela. Le corps en tant que sportif et avec les valeurs du sport et les exploits qu'il peut y avoir, et le corps en tant qu'individu dans l'inclusion et dans la société.
Non, tu crois qu'on va voir ça ce soir? On va voir, on va assister à ça bien sûr tous ensemble. On en reparlera demain dans l'émission. Ce qui est bien encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de pluie, donc tu vas pouvoir te régaler. J'essaie de te rejoindre d'ici la fin, mais je crois que ça va être long. Il y a quand même toutes les délégations qui doivent arriver avant le grand spectacle. Hein. Ouais, ça démarre à 20h en haut à Étoile avec la parade des athlètes. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il va pas y avoir quelque chose d'extraordinaire. Ils vont parader dans l'état dans lequel ils sont, avec des fauteuils, et ça c'est plutôt bien. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas d'artifice. Et ça c'est plutôt intéressant aussi. D'accord, moins d'artifice peut-être. On sait qu'on terminera avec une soirée électro le 8 au soir. Tu es fier d'être français, fier de ce qu'on fait pour l'instant pour les Jeux, et tu penses qu'il y aura la même dynamique avec ces Jeux paralympiques pour conclure? Écoute, je pense que oui. Je pense que on a beaucoup critiqué à l'avance les Jeux Olympiques. Je pense que la France a réussi son coup en termes d'organisation, en termes de gestion des flux, en termes de foule, en termes de mise en valeur de Paris. Moi, j'ai beaucoup été à l'étranger les 3-4 dernières semaines, juste après les JO, et on disait partout, Paris a été magnifié, Paris a été valorisé, il y a de très beaux sites, et sur ce plan-là, quand on est contrôlé avec les QR codes, tout ça, c'est un sourire, c'est des mots gentils, et là, je pense qu'on a plutôt réussi ce pari qui n'était pas gagné au départ. Merci Serge Tapia, organisateur d'événements, bien sûr, pour cette partenaire. On se retrouvera le dimanche 8, ça te fera plaisir, à la cérémonie de clôture. À très vite. Merci, bonne soirée. En tout cas, et on attend beaucoup, Fabrice, Jérôme, Étienne, de ces Jeux paralympiques qui tombent plutôt mal au niveau calendrier, on va le dire tout de suite, Fabrice, puisque on s'aperçoit que dès lundi, tout le monde sera rentré de vacances pour les enfants. Ça va être un peu plus compliqué, même si on a une voie olympique pour circuler toujours aussi vite. Hein. C'est le problème qu'on a tous anticipé depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on le savait, on l'a vu pendant l'été, ça roulait très bien, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. L'inconvénient, c'est que là, effectivement, tu l'as dit, c'est la rentrée, tout le monde est là, c'est-à-dire que tout le monde arrive, alors tout le monde n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le monde n'a pas pris le boulot. À partir de lundi, c'est une autre paire de manches. Les voies olympiques sont rouvertes, c'est-à-dire que vous savez, sur l'autoroute et sur le périphérique, certaines voies sont condamnées pour les JO. Ce qui fait que il reste 2 voies au lieu de 3 sur le périph', donc ça va boucher un peu. Mais il y a des sites qui ne sont plus couverts comme au JO. C'est-à-dire que le Trocadéro ne sert plus pour les épreuves. Donc il y a des zones qui vont être complètement libérées, ce qui fait que Paris va quand même respirer. On va dire que l'effort, en fait, si on regarde bien, l'effort, il va te porter sur lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il y a 5 jours où, effectivement, ça peut être compliqué. Mais après tout, on a vu que tout le monde avait fait du covoiturage avant, rappelez-vous, pendant le Covid, tout le monde a su faire du covoiturage. Pendant les Jeux Olympiques, tout le monde a su finalement circuler malgré les contraintes, et Étienne pourra le confirmer, elles ont été lourdes. Il fallait se déplacer avec des contraintes de déplacement autour du périph', d'entrée-sortie fermée. Rappelez-vous que le Parc des Princes la sortie était fermée beaucoup de fois. Ce qui fait que ça compliquait la donne. Aujourd'hui, ça va être douloureux. Je suis pas sûr que ce soit douloureux pour beaucoup de personnes. On va surveiller tout cela, bien sûr, peut-être pas ce week-end, même si par exemple on annonce beaucoup de monde au Club France jusqu'au week-end, le lieu où on fêtait les médailles, bien sûr. On va voir comment ça va se dérouler, avec des sports qu'on connaît bien et d'autres que l'on va découvrir. Alors ça, Jérôme, je sais que tu as bossé depuis la fin des autres Jeux. Il y a 2 sports que l'on va découvrir complètement pendant ces Jeux Olympiques. Alors oui, on va les découvrir complètement. Alors ils ont des noms que je vais essayer de bien prononcer. Attention. Il y en a qui s'appelle la boccia, la mode italienne, je vais vous en parler. Et l'autre, c'est le goalball. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. En tout, il y a 22 sports. Ouais. Et ce sont ces 2 sports qui sont des sports nouveaux pour nous, qu'on ne connaît pas. En tout cas, c'est 2 sports qui ne sont pas communs avec les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tous les autres sports, on les trouve avec les Jeux Olympiques qu'on vient de vivre il y a 15 jours. Et par exemple, il n'y a pas la voile, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas la voile. Mais en tout cas, ces 2 sports-là, qui sont pas des sports nouveaux, en tout cas, aux Jeux Olympiques, je vous dirai tout à l'heure quand ils sont. Ah, c'est maintenant. Non, mais tu peux y aller. Oui, regarde-moi. Tu sais, t'es en plein direct. Voilà, je suis. Non, mais c'est bien, t'es rentré. Non, mais voilà. Le sport, la boccia est arrivé aux Jeux paralympiques de New York en 1984. Donc c'est pas un sport nouveau. Nous, on le découvre parce que on
on n'avait jamais vu. C'est un sport de boule. Hein. Alors attention. Oui, c'est un sport de boule, comme la pétanque chez toi. De boule en cuir. Hein. Ça peut s'apparenter à la pétanque, au curling, aux échecs, parce que c'est très stratégique. Avant, on le faisait avec des cailloux, du temps, parce que je disais que c'était un sport gallo-romain. On le faisait avec des cailloux. Alors ça joue avec des boules en cuir. C'est un peu compliqué à expliquer, mais donc soit on peut les lancer. Ouais. Il y a différentes catégories de handicap. Soit on peut les lancer, soit on est aidé par ce qu'on appelle une licorne, donc pas la licorne qu'on connaît, mais une espèce de rampe. T'en as connu beaucoup de licornes, toi, à la piscine, oui. Où on peut mettre donc ces boules en cuir rouge et bleu sur des rampes et vont descendre toutes seules. On va diriger la rampe, ce qui va faire que la boule, c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit peu assimilé à la pétanque, parce qu'il va falloir rapprocher ces boules en cuir le plus près possible ça s'appelle pas un cochonnet, mais voilà. Comment s'appelle-t-il, le petit cochonnet? Non, alors je sais plus. Alors attention, ça se déroule en 30 minutes, c'est limité, c'est pas comme à la pétanque où tu sais, il faut aller le premier qui arrive à 13. On fait Fanny. 13-0, Fanny paye le pot, comme on dit. Donc de 30 minutes à 120 suivant les catégories, donc c'est quand même limité, mais c'est un sport que l'on va découvrir. Alors les Français là-dedans, on a quelques chances, c'est pas un sport de débutants en tout cas pour nous, on a quelques champions, on a de la chance de médaille sur ce sport-là. Sûr. On a de la chance de médaille. Sûr, je suis pas devin. Si, mais quand même. On a de la chance de médaille parce que on s'est à peu près bien comporté lors des mondiaux, lors des championnats d'Europe, parce que comme tout sport, il y a des championnats de France, il y a des championnats d'Europe et des championnats du monde. Voilà, c'est une chance de médaille sur un sport que l'on va découvrir. On n'a jamais eu de médaille pour l'instant sur ce sport-là. D'accord, voilà. On va découvrir. On va découvrir, mais ça va être spectaculaire parce que allez, ça va nous rappeler à Provence. Je rappelle que la pétanque a failli être aux Jeux Olympiques de Paris, elle n'y est pas. Mais bon, voilà, comme ça s'assimile à ce jeu populaire que tout le monde joue dans les campings, sur la Côte d'Azur, même sur Paris, aux Invalides et tout, il y a des concours de stars et des concours d'anonymes de pétanque. Donc voilà, ça va nous amuser. En tout cas, ça va être superbe à regarder. Tu sais que tu auras un défi à faire, on va te le donner dans quelques instants. Non, il ne faut pas que j'aille jouer. C'est la tradition. La boccia, la mode italienne. Alors, et l'autre deuxième sport s'appelle le goalball. Alors là, c'est un petit peu plus confidentiel. Il y a 200 licenciés en France. C'est un sport qui démarre. Donc là, je dirais, je suis pas sûr qu'on ait une médaille, mais quoique, pourquoi pas. Alors, c'est un sport pour malvoyants ou non-voyants. D'ailleurs, tous les concurrents, tous les équipiers ont un masque, parce que pour que tout le monde soit sur le même, comment dirais-je, pied d'égalité. Donc là, on est sur un terrain qui ressemble un petit peu à un terrain de volley. Enfin, c'est les dimensions d'un terrain de volley, 9 mètres, enfin 18 mètres par 9 mètres, mais qui est divisé en 6 parties. Il y a des buts de chaque côté. Le but, je vais pas rentrer dans le détail, mais le but, c'est d'aller marquer. Il y a trois attaquants ou 3 joueurs de chaque équipe qui vont aller. Ils ont tout le but. Ça se joue au grelot. Tu sais, c'est un ballon qui est gros comme un ballon de basket, comme un petit peu le C6 foot, mais c'est pas. Ah d'accord, c'est voilà. Je vois. Mais du coup, le but c'est quand même d'aller marquer, d'envoyer le ballon de l'autre côté. Il y a des repères qui sont dessinés, enfin avec des bouts de ficelle, etc. Parce que je rappelle on est avec des non-voyants ou des malvoyants, mais de toute manière qui ont un masque sur les yeux. Donc le but, c'est d'aller marquer. Je rentre pas dans les détails, on va. Non, mais c'est bien déjà. On sport petit à petit, mais d'aller marquer dans les buts qui sont là-bas. Voilà, c'est un sport aussi qui n'est pas du foot, mais qui va être spectaculaire parce que ça va dans tous les sens. Voilà, sur un terrain de volley divisé en 6, 3 joueurs de chaque côté. Voilà, c'est comme ça qu'on joue. Mais on ne joue pas. Comment c'est 6 foot les uns contre les autres. Il y a une équipe qui joue, qui va marquer. D'accord, tu mets des points points. Et le but, c'est de mettre le plus de points que les autres. Très bien, je vais te donner ton petit défi, je réfléchis à ce que je peux te faire faire par rapport au sport de demain, parce que demain, tu nous donneras les chances de médaille de demain tout à l'heure, Fabrice, en fin d'émission. Hein. Oui. Il n'y en a pas 36, mais on va commencer avec 4-5 médailles possibles, avec les premières grandes épreuves, là où il y a des finales, bien sûr. La Bible est avec nous, et nos consultants vont nous rejoindre. Un dernier mot, tu voulais dire ? J'ai simplement, c'est un sport historique qui a été créé par un Allemand et un Autrichien. D'accord. Après la guerre, la guerre de 45, donc en 1946, pour
justement pour faire du sport aux soldats qui étaient revenus et qui avaient perdu la vue. Bien sûr. Donc pour les occuper, leur faire du sport, voilà, ça a été Avec fait à ce plusieurs moment-là handicapés à cause de la guerre, en Europe. tu as raison. Mais c'est les pays nord-américains qui sont les plus forts. Et tous ces martyrs de la guerre. Avant de retrouver nos consultants, ils seront au nombre de 3. Ils viendront quand ils le souhaiteront dans cette émission entre 19h et 20h dans ce Bonsoir Paris. On avait Good Morning Paris. Maintenant, on a au Bonsoir tous les soirs, 19h, 20h, avec quelques réactions encore dans quelques instants de grands champions, même de champions valides qui vont aider ceux qui ont plus de difficultés. Je pense au tennis fauteuil, à des gens comme Yannick Noah. J'aimerais qu'on reçoive la Bible avec nous. Étienne Bonamy, qui a écouté attentivement, qui a rien compris, je pense, aux explications de Jérôme, comme moi. T'as compris? Tu sais ce que c'est que le boccia maintenant? J'ai assisté à la boccia à Tokyo, donc j'ai la chance de savoir à quoi ça ressemble, voilà. Ah, mais c'est bien, toi t'as compris alors. Ça, alors, j'ai pas tout compris des explications de Jérôme, mais je connais la boccia. non, mais voilà. Et la boccia pour Jérôme, je dis, ça veut dire cochonnet en italien. Oui, cochonnet. Voilà. Ben, tu cherchais le nom. Tu l'as. Le boccia, c'est le cochonnet en italien. Ok. Lui, c'est le panini ou le panino. Là, j'y comprends bien, si tu veux. Après, je connaissais la grappa, mais. La grappa aussi, voire sans modération pour lui. Aïe. Notre Jérôme à nous. Étienne, ces Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques arrivent beaucoup plus tard après Coubertin, on est d'accord? Ah bah bien sûr. Officiellement, ils ont démarré en 1960 pour la première fois. Donc, vous voyez, on était 64 ans après 64 ans après Athènes. Mais surtout, on peut dire que le départ, et Jérôme l'évoquait, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu évidemment beaucoup de blessés de guerre, etc. Amputé, donc on aussi, s'est beaucoup penché sur la chirurgie et la médecine de guerre pour remettre ces gens-là non pas en santé mais en rééducation. Et c'est c'était un neurologue allemand, Ludwig Guttmann, qui se trouvait dans l'hôpital de Stockmanville, c'est au nord de Londres, et qui en 1948, les Jeux ont lieu à Londres, c'est les Jeux de l'après-guerre qui sont là pour relancer le sport, pour relancer l'unité dans le monde et tout, même si les pays qui avaient perdu la guerre, à savoir les Allemands, les Italiens et les Allemands et les Japonais, n'y étaient pas invités. Lui, il a eu l'idée de lancer aussi, parce qu'il avait vu que le sport aidait à la rééducation, on le sait tous, mais là c'était vraiment des grands blessés. Donc il a créé une compétition qui s'appelait les Jeux internationaux de Stockmanville, à l'hôpital, où il y avait 16 athlètes en fauteuil. Ils ont fait du tir à l'arc, parce que le tir à l'arc, ça vous fait travailler le tronc, donc voilà, ils ne bougeaient pas, ils étaient déjà paralysés. Et puis il a fait le basket, parce que le basket était l'un des premiers sports utilisés dans le sport, ce qu'on appelle en situation de handicap, mais dans le parasport, c'est l'un des sports pionniers, qui existait même avant que les Paralympiques existent. Je la fais courte, on est en 48, en 60 pour la première fois ils existent, mais ils existent. Les Jeux ont lieu à Rome, mais ils n'existent pas encore vraiment, puisque en fait ce sont les fédérations qui se réunissent, mais voilà, ça n'existe pas vraiment. Et les Jeux paralympiques, ils n'avaient pas lieu pendant que les Jeux olympiques avaient lieu dans une ville, c'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir lieu avant. Alors vous parliez de 1984. En 1984, c'est la dernière. Les Jeux ont lieu à Los Angeles. Le comité international olympique, le CO, a dit ça serait bien que les Jeux paralympiques qui existent, mais aient lieu au même endroit. Au dernier moment, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Les Jeux ont lieu à New York. Ils ont lieu du 16 au 30 juin, c'est-à-dire avant les Jeux de Los Angeles. Et puis en même temps, à Stockmanville, les Anglais refont encore des Jeux internationaux. Vous voyez tout ça. Voilà. Il a fallu attendre 1988 à Séoul pour que vraiment on décide que les Jeux paralympiques, para en grec ça veut dire à côté, donc les Jeux qui ont lieu après et qui ont lieu à côté des Jeux olympiques, soient organisés dans la continuité de l'événement olympique. Et il y a eu un accord entre le CIO et l'IPC. L'IPC, c'est International Paralympic Committee, qui n'existe que depuis 1989. Vous vous rendez compte? Le CIO existe depuis 1894, on sait le congrès de la Sorbonne avec Coubertin. 1989, il est constitué un comité paralympique international qui va donc organiser tout ça. Il faut savoir que régulièrement, l'accord entre le CIO et l'IPC est prolongé par des accords. Il a été prolongé en 2016 jusqu'en 2032, c'est-à-dire à Brisbane, où
le CIO s'engage à aider à ce que la ville requérante, la ville qui accueille les Jeux, ait aussi l'organisation des Paralympiques derrière. Voilà, donc c'est pas tout facile. Le comité en France, il y a le CPSF, Comité Paralympique Sportif Français, qui existe depuis 1992. Seulement, vous voyez, remonte pas. C'est au siècle dernier, mais on remonte pas à des décennies et des décennies. Et puis le sport en France, le sport pour les personnes en situation de handicap, c'est la Fédération française handisport, c'est le parasport dans des fédérations où ils ont incorporé la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. Tout ça, ça fait un conglomérat. Et on sait, c'est pas facile. Là, il y avait 10 500 athlètes pour les JO, il y en a 4 400 pour les paras. Ça monte. Voilà. On se met de plus facilement au sport. Tu as raison, Étienne. Hein. C'était bien de refaire toute cette histoire avec toi et on aura l'occasion de reparler évidemment tous les soirs dans Bonsoir Paris de cette légende, comme on a fait aussi pour... moi, ce qu'on aimerait tous, c'est que ça succède les faire en même temps. C'est compliqué pour des raisons d'infrastructure, parce qu'il faut changer même, ne serait-ce que les accès pour le village olympique. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu un délai peut-être un petit peu long, certains. On aurait pu, nous, d'un autre côté, je pense que l'éducation nationale ou le président Macron, vu tout ce qui se passe en ce moment, décaler un peu la rentrée scolaire, tu vois, au moins jusqu'à jeudi prochain, pas que ce soit lundi. Je dis pas ça pour toi, Jules, pour ta rentrée scolaire, mais parce que toi, tu sais plus ce que c'est. Oui, Étienne, pour conclure. Il y a eu un plan qui a été lancé justement par le CPSF et la fédération. Il y a 200 000 scolaires qui sont invités à participer aux cérémonies. Donc c'est bien, voilà. C'est aussi un moment. On fait des choses. Tu as raison, depuis longtemps. C'est ces générations-là qu'on parle. L'exemple, c'est pour les jeunes. C'est pas pour des gens comme nous de leur expliquer les Paralympiques. C'est pour les jeunes de leur dire voilà, maintenant ça fait partie. C'est l'inclusion. On vit tous ensemble. Avant de retrouver nos consultants qui viendront nous rejoindre tous les soirs quasiment entre 19h et 20h, vous l'avez rencontré, vous le connaissez déjà, c'est l'un des fameux Agitos. Agitos, c'est le logo qu'on remplace par rapport aux anneaux. T'as bien noté ça, Agitos, comme la boccia, c'est le cochonnet. La boccia, c'est le cochonnet, oui. Et Agitos, c'est les Agitos. Mais c'est presque les mêmes couleurs. C'est presque les mêmes couleurs. Je peux dire Agitos. Ton top 5, évidemment, sera tous les soirs. Là, on commence par un petit top 3 de ce qui s'est fait un peu avant les Jeux, les meilleures images des Jeux. Là, on va vraiment retourner bien en arrière. On va faire. Je vais rejoindre la Bible, Étienne, avec des images de 1982. Oui. À Stoke Mandeville. Donc, on peut voir les premières images. Donc, on voit des images d'escrime, de course et aussi la remise des médailles. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais moi, ça m'intrigue un peu. Dis-moi. La petite image en bas à gauche, celle d'escrime. Oui. Y a quelqu'un du staff, j'ai l'impression qu'il tient la roue de son sportif. Faut pas qu'elle bouge. Ouais. Oui, je me suis dit, est-ce que ça se fait encore aujourd'hui, ou peut-être c'était qu'à l'époque où le staff pouvait quand même un peu aider leurs sportifs pendant leur performance. Ah, tu veux dire aussi, oui, peut-être. Oui. Après, il y a le matériel moderne, on aura l'occasion d'en reparler, on fera des sujets. Hein. Et il y a des guides, des assistants, comme le disait tout à l'heure si bien Marie-Mélie Le Fur, la grande présidente. Autre photo après l'histoire. Ah ben, Flamme, bien sûr. Ouais, c'était il y a un peu moins d'une semaine. C'était c'est la flamme qui passe sous la Manche. Alors c'était 24 athlètes anglais qui ont transmis cette flamme aux 24 athlètes français. Là on peut voir c'était Emmanuel Assmann qui reprend cette flamme. À gauche on voit la transmission de la flamme et à droite les 24 athlètes français qui traversent le tunnel de la Manche. Et je vous assure, ils sont bien sortis de ce tunnel. Oui, mais c'était très symbolique. Il fallait bien trouver quelque chose, de toute façon. Voilà. Il n'y avait pas de Joule, t'as vu, comme à Marseille. Non, il y a autre chose. Troisième photo pour débuter ce Bonsoir Paris. Alors là, on est sur la mobilisation de la délégation paralympique de SAAD de Paris qui a réalisé une performance devant le tableau La liberté guidant le peuple au Louvre évidemment. Ils ont appelé à dépasser la pitié et la charité aux Jeux paralympiques pour en faire de vrais rights olympiques comme ils disent. Des vrais droits. Et aussi, on peut pas forcément le voir sur l'image, mais ils dénoncent aussi le maire de Séoul qui dis-moi. Qui avec les sportifs, les handisports. Je vais vous retrouver s'il avait dit qui a un peu montré un peu une répression envers ces sportifs en Corée.
Donc voilà, ils ont voulu faire passer aussi un message au maire de Séoul. Voilà, donc faut défendre les droits, bien sûr, de tout le monde, de tout être humain, bien évidemment. Il y a aussi un personnage qui est un peu incontournable dans le cinéma aujourd'hui, qui a fait plus de 10 millions d'entrées, qui est Artus, qui fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Pas vous diffuser, vous le savez, de vidéos, mais vous avez entendu parler. C'est vrai qu'il fait passe un petit coup de fil à chaque fois, que ce sont des vidéos qui fonctionnent très bien. On a vu que on arrivait à mettre en situation, presque dans des situations comiques. On sait qu'on connaît l'humour, par exemple, d'un Philippe Croison ou d'un Théo Curin. Et c'est vrai que de plus en plus, on associe, on avait peur peut-être de froisser les personnes qui étaient handicapées. Et de plus en plus, on va vers cet humour. Et avec Fabrice, on a écouté les conférences de presse et on voulait vous faire écouter cet extrait de Emeline Pierre, qui est une nageuse, voir ce qu'elle pensait du fait que de temps en temps, on se moque un petit peu des gens que certains considèrent comme différents, malheureusement. Moi, je pense que c'est un moyen de parler de ça, de sensibiliser de ça. Dans le groupe, entre nous, on se charrie beaucoup chacun sur le handicap. Donc pourquoi pas dans le grand public, si ça peut aider à sensibiliser les gens et à devoir ça de manière un peu plus sereine, un peu moins lourd. Je pense qu'il faut arrêter de voir le sujet toujours un peu trop sérieusement. Et si les gens arrivent à le prendre comme ça, peut-être qu'ils arriveront à nous voir un peu plus comme tout le monde, avec un peu moins de différence. Et si ça peut les aider, moi je vois pas le problème là-dedans, tant que c'est fait avec le respect. Emeline Pierre, qui est une nageuse paralympique. Et parmi nos consultants pendant ces Jeux, qui ont décidé de nous suivre sur Radio Sport, on va retrouver Christelle Ribaud, qui sera avec nous, qui est en train de rouler pour l'instant sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. On n'a pas forcément brillé les Français avec une seule grande médaille d'or, tout de même. Johan Taberlet, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et le petit jeune de la bande, pour succéder à Jules, c'est Nolan, qu'on a plaisir à retrouver pour vous présenter, Nolan, ses impressions, ses sensations chaque soir et sa présentation aujourd'hui sur Radio Sport. Enchanté de te retrouver en direct avec nous. Tu es à Vichy en préparation, tu fais partie de l'académie Philippe Croison. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe. Et effectivement, du coup, je suis Nolan Gelby, nageur paralympique au sein de l'équipe de France Espoir et nageur au sein de l'académie Philippe Croison. Philippe Croison qui est un exemple pour beaucoup, on l'a vu même pour Théo Curin, autre, star désormais de la télévision un peu partout, qui va présenter d'ailleurs un jeu, qui arrête de faire ses petites émissions à droite à gauche pour être un présentateur vedette. Ça, c'est quelque chose d'important. Cette inclusion, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Toi qui es jeune, comment tu ressens ça? Parce que c'est peut-être différent de ce que racontait tout à l'heure Étienne Bonamy dans l'histoire. On avait du mal à laisser une place aux handicapés. Oh que non, maintenant dans la société, même s'il reste quelques exceptions, les personnes sont de plus en mieux sensibilisées. Je sais que nous à l'académie, même moi personnellement, j'interviens beaucoup dans les entreprises ou même aux proches des écoles, dans les maternelles, dans les primaires, même dans les collèges, pour sensibiliser aux futures générations ce que c'est que le paralympique, ce que c'est que le handicap, pour que nos futurs puissent nous intégrer au mieux possible. Ouais, en futur, toi, tu vas nous raconter ta discipline et on va parler, comme on te présente ce soir, de ce qui t'amène à être avec nous. C'est ta déficience, c'est ce qui te manque le plus. Tu as atteint une maladie qui est très grave, que connaît tous, qui s'appelle la maladie de Charcot maintenant, parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment dans le tennis ou Charles Bietri aussi, qui est victime de ça. Comment ça se passe pour toi? Alors attention, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'est pas la maladie de Charcot, oui. C'est pas du tout pareil, parce que sinon ce serait beaucoup plus grave si ce serait la maladie de Charcot. Et heureusement, ça ne l'est pas. Alors, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est une maladie neuromusculaire qui atteint les nerfs moteurs et sensitifs, qui atteint les membres inférieurs et supérieurs et le nerf optique. C'est comme si, pour vous donner un ordre d'idée, vas-y. Au niveau des membres inférieurs, moi, ce que je ressens, c'est comme si quelqu'un marchait un marathon marchait un marathon tout le temps. Donc une grosse fatigue, des crampes, des fourmis, et ce qui fait qu'aujourd'hui je dois être en fauteuil roulant pour allier le sport et mon bien-être. Tu te déplaces toujours en fauteuil roulant, quoi, sauf évidemment quand pour aller nager par exemple, tu es obligé de te déplacer même de là où tu es, à Vichy? Je me déplace principalement en fauteuil roulant, même si j'essaye au plus possible de garder une fonction motrice au niveau de mes membres inférieurs. Par exemple, en marchant dans l'appartement chez les parents ou en me tenant à des murs, à eux ou à des meubles, ou dans ma chambre tout seul à Vichy, au Crêpes. J'essaye également. Mais c'est vrai que le fauteuil aujourd'hui fait une partie intégrante de ma vie et m'aide à allier ce double projet entre bien-être et sport. Bien sûr. Et scolaire.
Ce nom de Charcot qui fait peur, tu as bien expliqué la définition entre les deux maladies. Aujourd'hui, il faut que tu te préserves un maximum, c'est ça, pour l'avenir ? Aujourd'hui, j'ai fait un choix, moins me préserver car j'aime le sport. Et je préfère, pour l'instant, tant que je suis jeune, privilégier ce sport et pouvoir en faire un maximum tant que je peux. Car on ne sait pas ce que la vie est faite, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est mieux que, pour l'instant, je fais ce que j'aime tant que je peux le faire. Et si je dois rester toute ma vie en fauteuil roulant, ça sera peut-être le cas, on ne sait pas. Mais pour l'instant, privilégier ce que j'aime faire le mieux. Car j'ai été privé, j'ai fait 9 ans de rugby avant d'être malade et faire de la natation. Et entre les deux, il y a eu une période entre la natation et le rugby, il y a une période de, je sais pas, 4-5 mois où ça a été très difficile parce que j'ai pas fait de sport et je l'ai vraiment ressenti comme une déchirure en moi-même. J'ai toujours été très sportif, j'ai toujours fait beaucoup de sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait le choix de privilégier le sport plutôt que mon bien-être, même si je me préserve, faire attention à soi-même quand même. Et puis on le voit sur tes réseaux sociaux, souvent, tes publications, tu as des copains d'abord aussi, hein, tu as des copains du rugby qui sont toujours là. Même si tu es en natation aujourd'hui, tu vas essayer de nous expliquer un peu ce qui se passe en natation. Tu es avec Emeline Pierre qui sera demain sur le 50 mètres nage libre, avec à chaque fois des différences de classement. Quand on parle de S13, de S10, de S9 pour demain pour des compétitions, c'est pas très simple pour nous de tout comprendre. Il y a quoi? Il y a 2 catégories bien spécifiques dans ton domaine? Alors en réalité, il y a 15 catégories de handicap, mais 14 qui sont représentées aux Jeux paralympiques. Ah oui, quand même. S c'est pour swimming, c'est du coup pour la natation. Et après, il y a plein de chiffres et de numéros qui correspondent à une catégorie de handicap. De S1 à S10, ce sont les catégories de handicap physique, sachant que S1 est S10 est le plus proche du valide, le S1 est le plus grave. D'accord. Et après, nous avons S11 où ce sont les aveugles complets qui ne voient plus rien, qui nagent avec des lunettes opaques ou même le bonnet sur les lunettes, les S13 qui sont malvoyants et les S12 qui sont entre les deux. Et nous avons également les S14 qui sont les déficients mentales et psychiques. D'accord. Et toi, par exemple, pour nous représenter avec la France en 2028, tu seras dans quelle catégorie pour être très clair ? Pour l'instant, je suis en catégorie S9, donc j'ai la capacité de pouvoir pousser au mur, même si j'ai une faiblesse au niveau des jambes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une personne actuellement en équipe de France, c'est Hugo Didier qui est comme ça, qui a 2 pieds beaux depuis sa naissance, et c'est la 2e catégorie la plus proche du valide. Et il sera demain en compétition, bien sûr. On va surveiller qu'une chance de médaille pour la France. Tu vas regarder pour nous, évidemment, toute cette semaine, la natation. T'as d'autres sports que tu vas vouloir regarder, des petits coups de cœur déjà, des athlètes qui te marquent? Oui, bien sûr. Déjà, on a le paracyclisme, on a de très très belles chances de médailles. Après, j'ai plein de copains un petit peu partout en équipe de France. Je sais que j'ai un copain en volley assis, j'en ai certains en tennis de table et dans d'autres disciplines. Donc, j'essaierai de jeter un coup d'œil, mais ça sera, je connais principalement les 14 nageurs qui sont à la Défense Paris Arena. Ouais, ben on comprend. Et puis tu auras un petit pincement au cœur parce que tu nages avec eux. Hein. Souvent, t'as vu les copains faire leurs valises pour partir là, j'imagine. Je les ai pas vus faire leur valise, mais j'ai vu toute leur compète de qualification. On était en chambre au championnat de France, à l'étape de Coupe du Monde qu'il y avait à Limoges. On se suit, des fois on se voit sur des stages, on se voit une fois tous les 2-3 mois. Moi je suis encore en espoir, on dit c'est les grands, c'est les meilleurs pour l'instant français. Et va falloir encore pas mal de travail pour pouvoir nager et faire des stages avec eux. On a hâte que ça commence pour rentrer dans le concret, voir ces athlètes évidemment de haut niveau en découdre ici à Paris avec beaucoup de chances de médailles. Juste avant de recevoir Johan Taberlet qui va nous rejoindre dans un instant, qui est allé faire un petit tour au Club France, je crois, je sais pas si vous connaissez tous les deux, on va établir la connexion. On va parler comme des ambitions avec le coordinateur de ces Jeux paralympiques pour la France, c'est Pierrick Giraudot. Les ambitions sont grandes. Après, on a envie d'être au rendez-vous et je pense que grâce à ce qu'on a mis en place, pour revenir dessus, on s'est structuré, on a amené de la compétence humaine. Là, sur ces dernières années, on a mis en place des responsables performance, donc des managers de la perf par discipline, avec d'autant plus d'entraîneurs, des stages. Donc, en termes de performance, on a tout mis en place pour être au rendez-vous du top 8. Donc, ça veut dire que pour rentrer dans le top 8, c'est plus de 20 médailles d'or. Il y a eu
bon, je vais parler pour la Fédération française handisport, 41 médailles à Tokyo. On souhaite être largement au-dessus de ce chiffre et avec les plus beaux métaux. Ça, c'est une certitude. Après, moi, ce que j'aime à dire, c'est que on l'a évoqué tout à l'heure, il y a 146 athlètes avec les guides qui font partie pour la Fédération française handisport de cette grande délégation de 237 athlètes. Et moi, j'ai une confiance dans tous nos athlètes. Voilà, véritablement, les jeux, c'est quelque chose de très particulier. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tant que la dernière seconde du match n'est pas jouée, n'est pas sifflée, tout est possible. Après, on est réaliste parce que on s'est appuyé, comme beaucoup maintenant, sur de la data, sur des évaluations des différentes compétitions et des trajectoires. Donc, on voit à peu près ce qu'on peut faire. Mais moi, j'ai envie d'insuffler cette confiance dans tous nos athlètes. Ils savent qu'on est derrière eux. Véritablement, on est une grande équipe et on peut avoir de grandes ambitions. Voilà, le top 8. Plus de 20 médailles collectivement et être au rendez-vous de ces Jeux. Ouais, pas mal de médailles quand même. Ça va être des superbes jeux. T'as envie qu'on reste sur cette idée? En plus, c'est vrai, Nolan, tu as vécu les Jeux Olympiques il y a pas si longtemps de Paris 2024 avant les Paras. On a le sentiment qu'il va encore se passer quelque chose. Hein. Oui, bien sûr, on le sent vraiment autour de beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de personnes à qui j'ai parlé autour de Vichy Communauté, par exemple, ou des personnes même que j'ai rencontrées qui ont vu ces Jeux Olympiques à Paris et qui maintenant ont envie d'avoir le même engouement pour ces Jeux Paralympiques. On sent vraiment une grande ferveur autour de pas mal de supporters et je pense que ça va être vraiment cool. Ah, ça va être beau. On l'espère parce que nous, on reste, tu sais, avec toute l'équipe de Radio Sport sur des Jeux Olympiques assez formidables. On a entendu les vieux grincheux à chaque fois ou les jeunes grincheux et ça s'est très très bien passé. Je te présente là dans ton équipe parce que c'est ton équipe aussi. On est tous ensemble. On aura Christelle qui est en train de rouler sur son vélodrome préféré pour l'instant du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis je t'amène à la montagne, mais même s'il est venu à Paris nous faire un petit coucou il y a pas longtemps, voici un grand champion que j'adore parce que il a réussi à me battre au ski. C'est le seul, je crois. Salut Johan Taberlet. Salut Christophe, salut la compagnie, salut la team. Et j'ai pas oublié, hein. Voilà, parce que j'ai réussi à skier contre lui, et je peux te dire que le champion du monde de ski paraplégique, il m'a mis la volée. J'étais à mi-parcours. T'avais déjà terminé, toi? À chacun son métier, Christophe. Ah tu as raison. T'as dit, écoutez, Nolan, tu as vu cette envie, cette jeunesse, toi qui étais encore compétiteur il y a très très peu de temps, quoi, qui a disputé championnat du monde à ski, voilà, et Jeux Olympiques, bien sûr, qui est au pied du podium. On a envie que ça fonctionne. On a l'impression que, voilà, on est vraiment sur des para-athlètes, mais on a envie d'enlever le mot para, et on oublie l'histoire des super-héros avec Teddy Riner l'autre jour, parce que j'ai l'impression que c'est un peu de com à droite à gauche. Vous êtes des athlètes extraordinaires pour avoir combattu contre toi, même à distance. Vous êtes des athlètes en pleine préparation à chaque fois. Oui, de toute façon, c'est ce qui fait la particularité, j'ai envie de dire, ou pas d'ailleurs. On est tous des sportifs, que ce soit olympiens ou paralympiens. Bien sûr, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures dans les salles, c'est beaucoup d'heures, moi, en l'occurrence sur les pistes. Voilà, non, je crois que merci Londres à la base qui a ouvert cette histoire de super-héros, mais on avait besoin de ça à l'époque parce qu'on était très très peu médiatisés et très peu reconnus. Et puis là aujourd'hui, on est dans une ère où on l'a vu avec les Jeux Olympiques, c'était extraordinaire, des images de sport comme on les a jamais vues à la télévision, en tout cas en ce qui me concerne. Je n'ai que 40 ans, je suis un jeune. Et du coup, là, je crois que il faut qu'on sorte un peu sur cette envie. Je crois que les Français, en tous les cas, et les Parisiens que j'ai vus aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu dans les starting blocks pour revivre l'ambiance jeu, quoi. Qu'il soit olympique ou paralympique. Ça a été une fête extraordinaire. Il y a eu une petite coupure, histoire de récupérer un petit peu. Et puis, on sent là que, voilà, le Club France s'anime, petit à petit, il y a des gens autour, c'est un peu, voilà, j'ai eu cette impression, en tout cas, ce ressenti de starting block, pour revivre l'ambiance des Jeux. Même si, tu le sais, à partir de lundi, ce sera la rentrée des classes, qu'on aura d'autres préoccupations, qu'on a un problème politique en France aujourd'hui, que ça va être un petit peu noyé à un moment, peut-être il faut qu'absolument il y ait des médailles, un peu à l'instar de ce qu'a fait Dupont, quoi, dès le premier jour en rugby à 7 avec l'équipe de France?
De toute façon, j'en discutais un petit peu avec l'équipe cet après-midi, mais je crois qu'il faut qu'on revive un peu sport avec les valeurs du sport. Alors, on l'a bien connu, certes, pendant les périodes de vacances avec ces Jeux Olympiques. Certes, les Jeux Paralympiques arrivent avec la rentrée des classes, etc. Bien évidemment, mais non, je crois que ça va le faire parce que les gens ont besoin de ça. L'ambiance est morose. Et on a vu qu'avec les jeux, l'ambiance était loin d'être morose. C'était la fête, c'était le sport, c'était les performances. Après, bien sûr, ça va passer par des personnages haut en couleur. Donc, oui, la médaille, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le charisme des athlètes, ce qu'ils vont avoir à nous raconter, à vouloir nous partager aussi en émotion. Et ça, il y en aura, j'en suis sûr. Et comme à chaque fois, on va se régaler. Après, tu sais, Christophe, c'est pas une première. D'avoir cette envie du côté paralympique, de montrer la performance, etc. Mais je crois que la société aujourd'hui est plus prête aujourd'hui à recevoir tout ça et à vivre des grands moments d'émotion sur ces jeux. Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as constaté, tu as 40 ans par rapport à Nolan qui est tout jeune, qui est avec nous. Qu'est-ce qui a le plus changé au niveau c'est quoi? C'est le regard des gens, par exemple, même vers toi, qui a toujours été près du public. Au-delà d'être champion, tu es à Morzine, qui est administrateur. Je t'ai connu dans des rôles différents. Aujourd'hui, tu t'occupes de tout ce qui est sport, hein, de tout ce qui est tourisme aussi à Morzine, en Savoie, en Haute-Savoie. Parce que la Savoie et la Haute-Savoie, c'est pas la même chose, je sais. Attention, monsieur. Il y a la couture et la haute couture. Hein. Ouais, c'est ça ce que disait Savoyard. Mais c'est vrai, Johan, pour toi, qu'est-ce qui a le plus changé, aujourd'hui? C'est ce fameux regard, tout simplement? Non, je crois que fondamentalement, c'est, on va dire, l'information, c'est les réseaux sociaux, c'est, en fait, je pense que les gens peuvent vivre des émotions, peuvent vivre à travers le para-athlète que dès lors qu'il est informé, qu'il a de l'information sur le personnage, etc. Donc ça, fondamentalement, ça a changé parce que moi, j'ai connu, alors au début, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que sortir la tête de l'eau, se faire reconnaître sur nos talents de sportifs et de parasportifs, parce qu'il y a le parasportif, mais il y a aussi le sportif. Hein. Ça va un peu de pair. On voit pas... plus full sportif à la télévision, sur des émissions, on n'est pas dans cette culture-là encore en France. Et du coup, là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe de médias autour de nous, je pense que ça passera aussi par que les gens apprennent qui ils regardent, en fait. Quand on regarde un Teddy Riner, quand on regarde un Léon Lacroix, par exemple, Léon Marchand, pardon, on le connaissait pas. On avait eu quelques petits reportages, etc. Et en fait, on a appris à connaître un petit peu ce bonhomme avec un talent dingue, avec sa banane, son de vivre ça alors que c'est un athlète hors pair. Oui, c'est sûr. Johan Taberly mondial. Hein. Et du coup, je pense que ça va passer par ça. Il n'y a pas forcément que la médaille, mais il y aura ça. Oui, on va surveiller tout cela évidemment, mais tu vois que la jeune génération qui arrive, et toi bien sûr, qui a marqué l'histoire du sport, hein, olympique et paralympique bien sûr. Tu auras des petits coups de cœur tous les soirs quand tu as envie, tu sais que tu viens, entre 19h et 20h, tu es le bienvenu sur Radio Sport. On compte sur toi, comme avec Nolan et comme avec Christelle, pour avoir votre vision, et si quelqu'un va vous marquer la plus belle médaille, et demain ça va commencer avec des médailles qui peuvent être intéressantes en natation, en vélo encore, ça démarre très très fort demain pour quelques chances, c'est même en taekwondo, on va surveiller tout ça. Oh, un petit défi demain. Tiens, c'est pas mal ça. Un petit taekwondo paralympique, ça te dit ça? Ça me dit ou ça me dit pas, mais enfin bon. Si tu me donnes le défi, je vais tenter de le relever. De toute façon, tu auras un défi tous les jours. Tu peux te faire accompagner par Jules, par exemple, ou Fabrice. Vous allez me faire un petit défi. Tu vas au Parc Monceau, tu vas te balader un peu. Voilà, il y a des fan zones hein, pour expliquer à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a des fan zones toujours dans Paris qui sont presque les mêmes qu'on avait sur les Jeux Olympiques, pas de différence. Et sur les fan zones, là, on aura des démonstrations. De sport para-olympique, il y a du para-taekwondo, du para-ping, du para-rugby, rugby fauteuil, je sais pas ce qu'il va y avoir, il va y en avoir plein, on va aller jeter un coup d'œil. On va se régaler. Il y a plein d'endroits dans Paris où on va pouvoir réaliser ces défis.
Sport, santé, santé, sport. Ça, c'est l'apanage de madame Jessica Fallour qui est avec nous. Jessica, qu'on va retrouver dans un instant dans un petit jardin et tout. Non, bien, à la campagne, quoi. Ah oui, beau. Non, très, très bien. Bonsoir à toi. Si tu es avec nous, si tu n'es pas connecté avec nous, j'ai l'impression que tu t'es un peu figé, tu vois. Elle s'est raidie d'un coup, quelque part. J'ai des petits soucis de réseau. Voilà, un petit souci de réseau, mais tu es au bout du monde. On a un petit souci de réseau, effectivement. Installe la 4G, paye la cotise. Fais un truc, quoi, tu vois. Faut mettre un relais dans le jardin. Le temps qu'on reconnecte, Fabrice, pas d'inquiétude. Vous êtes bien sur Radio Sport pour vivre le sport différemment tous les soirs. Bonsoir Paris de 19h jusqu'à 20h avec nos équipes, avec nos consultants que vous découvrez, Christelle, avec Nolan, avec Yo-Yo, avec Johan, parce que c'est un type extraordinaire lui aussi. Et puis la bande habituelle, hein, la Bible avec Étienne Bonamy, avec l'homme des défis, Jérôme Armand, avec Jules, qui va revenir dans quelques instants pour les réseaux sociaux. Et notre boss à tout, évidemment, notre boss à tous, qui est Fabrice. Fabrice, je te demande justement de nous faire découvrir un autre sport qu'on connaît bien, qu'on a plus vu déjà en télévision, qui a marqué les gens, ce qui est le paratennis. Et le paratennis, pour non pas faire la blague, non pas pour chanter tous les matins, mais pour apporter un souffle nouveau, est aller chercher un champion hors pair. Tu vois ce que je veux dire, qui a aidé un club, comment ça s'appelle, qui a aidé un petit club à gagner la coupe des coupes en 1996. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux chanter Saga Africa? Bah oui. C'est pas lui? C'est pas lui dont tu voulais parler? Yannick Noah. Captain Yannick, quand même, Fabrice, qui est venu aux conférences de presse, plutôt jovial. Et il a très envie de parler des paras parce qu'il les a accompagnés depuis le mois de décembre. Bien, moi, j'ai découvert l'équipe au mois de décembre. Voilà, le Pôle France a ses 6 joueurs, je crois. Hein. Dès que je dis une connerie, tu me dis 5 joueurs, mais enfin, j'ai vu 6 joueurs. Je sais pas, peut-être un mec qui s'est incrusté, je sais rien, mais j'ai vu 6, hein, je te préviens. Enfin, je sais pas. Ça va bien se passer, je crois. Et donc voilà, j'ai travaillé au mois de décembre avec 5-6 joueurs. Enfin, vous verrez. Grand suspense. C'était en décembre à Roland, voilà, bon, mais dans des conditions différentes, à savoir qu'on était au CNE sur des cours couverts. Voilà, j'ai découvert la spécificité du jeu, rencontrer les joueurs, me présenter et puis commencer à travailler ensemble. Ensuite, on a fait un stage au mois de février. Puis ça s'est un peu précisé au mois de mai. On est allé au championnat du monde ensemble où là j'ai pu vraiment coacher sur le bord du terrain, voir un petit peu comment les gars évoluaient parce que l'entraînement c'est une chose, mais voilà sur le cours, au bord du cours c'est quand même différent. Il y a eu Roland Garros où j'ai suivi, j'ai poussé mon professionnalisme jusqu'à venir en chaise roulante parce que je me suis niqué les ischios et du coup je suis venu en chaise roulante, en fauteuil roulant pour être plus près de mes joueurs. Et ensuite, ensuite on a fait un stage. C'est un peu la même chose. On s'est entraîné en Vendée à Saint-Hilaire une semaine. Et là, depuis quelques jours, on est à Roland-Garros sur les cours de Roland-Garros. Voilà, là, on se prépare à jouer dans des conditions, tant bien même on connaît très bien le stade. Mais pour nous tous, en tout cas, voilà, moi en tant que capitaine, c'est la première fois qu'on va jouer devant autant de monde. Donc c'est vraiment une différence de taille. Voilà, du Yannick Noah dans le texte. On ne changera jamais, hein, Jérôme. Hein. Tout le monde l'aime, hein, aussi bien quand il a gagné Roland Garros que quand il chantait. Et quand il a aidé le petit club. Oui. Et le team leader, c'est un de ses copains, c'est Jean-Philippe Florian, c'est tennisman. Et on aura donc 4 garçons et 4 filles sur le tennis fauteuil. Moi, je parie sur une médaille avec lui. Hein. Avec Yannick, avec un meneur de femme, oui, après ça va le faire. Moi, j'ai une petite préférence. J'ai quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui s'appelle Stéphane Houdet, qui est vétérinaire dans la vie, qui vient d'être papa il y a pas longtemps, et qui va disputer encore une fois ces jeux après Pékin, Londres, Rio, Tokyo, à chaque fois ramener des médailles. Donc lui, ça devrait cartonner. C'est le plus expérimenté. Et puis on trouve quelqu'un. On a vu beaucoup de stars hein, quelque part, essayer de faire monter des stars parce qu'il faut des visages. Alexis Anquincan, c'est le visage, c'est le porte-drapeau avec la petite Keïta. T'as connu son papa, Salif Keïta. Elle qui est sur l'athlétisme, bien sûr. Et c'est vrai que Alexis Anquincan, qu'on a eu plaisir à rencontrer notamment au Micro d'Or, hein, à la remise des prix des meilleurs reportages de l'année, qui était le président du jury. Il y a aussi Pauline Desroulettes, qui a été victime d'un accident de la circulation, fauchée par un chauffeur, accident de la route. Un an plus tard, elle a décidé de se lancer et d'aller jouer au tennis pour évidemment pour revenir au plus haut niveau. Elle, dans la tête, était une grande sportive qui avait très très envie de briller, mais pour le
plaisir, et donc elle s'est fixé un objectif. Voilà, c'est sa résilience à elle, Pauline Déroulède, qui va donc essayer d'offrir une médaille à la France, que ce soit en simple ou en double. Moi, j'ai découvert. Les Jeux à la maison, c'est un rêve que je n'avais pas, puisque j'ai changé de vie il y a 6 ans, comme certains d'entre vous le savent. C'est extraordinaire. Je comptais sur cet événement pour que ça nous réunisse tous, pour qu'on vive des émotions de dingue. Mais voilà, comme l'a dit Steph, on a vécu des Jeux Olympiques, nous par procuration, c'était sur nos vacances, mais je pense qu'on a tous suivi et voilà, ça nous faisait tellement envie que ça soit notre tour. C'est une fête qui réunit tout le monde. On a une chance inouïe de pouvoir disputer ces Jeux chez nous dans de telles conditions. Ça donne envie pour nous athlètes, en tout cas pour ma part, de donner le meilleur, de jouer son meilleur tennis, de gagner encore et encore. Et effectivement, comme l'a dit le capitaine, de créer des exploits, parce que je pense que voilà, on aura un 3e homme, une 3e femme sur le terrain, c'est le public, et il faut pas les sous-estimer parce que c'est très puissant. Pour avoir vécu un petit aperçu à Roland-Garros lors d'un grand chelem, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà, d'avoir le soutien des Français. Moi, ça va être mes premiers Jeux. Je découvre déjà beaucoup de choses. Il y a plusieurs étapes. Il y a le stage. Demain, il y a la cérémonie. Ensuite, il y aura le premier match. Je savoure chaque moment. Chaque moment est précieux. C'est un privilège d'être là. C'est un privilège de porter le drapeau. Je suis très fière d'être française. Donc, de disputer mes premiers Jeux à Paris, en France, devant mon public, c'est quelque chose que j'oublierai jamais déjà. Maintenant, j'ai envie effectivement d'aller le plus loin possible. Et voilà, je me mets aucune limite. Un petit mot, Pauline, sur le programme La Relève dont vous êtes issue, peut-être pour bien sûr susciter des vocations. Effectivement, moi je suis vraiment un produit qui sort du programme de détection La Relève. Quand j'étais encore à l'hôpital et que je voulais me mettre à un sport paralympique pour disputer ces fameux Jeux de Paris 2024, j'ai découvert finalement ce programme de détection La Relève organisé par le Comité paralympique, qui était une journée dédiée avec la présence de plusieurs fédérations de tous les parasports, une journée d'atelier avec voilà la présence de toutes ces fédérations qui nous aiguillaient, nous orientaient. Et moi, ça m'a permis de faire les bonnes rencontres, d'être approchée par la Fédération française de tennis, d'avoir leur confiance, d'avoir leur soutien et de démarrer cette aventure très peu de temps après finalement mon accident. Et c'est vrai que c'est une porte qui m'a été ouverte et j'ai eu beaucoup de chance parce que aujourd'hui encore, c'est parfois difficile de vouloir se mettre à un parasport. On n'a pas forcément les infrastructures, on n'a pas forcément les gens qui sont formés, mais ça va dans le bon sens et c'est ce genre de programme où voilà, j'étais une jeune fille qui venait de perdre sa jambe et aujourd'hui je vais disputer mes premiers Jeux paralympiques à Paris en 2024. Merci. Superbe témoignage de Pauline Déroulède qui a donc choisi de se relever avec cette formation qu'on offre aux Paralympiques qui est la relève. Le physique, bien sûr, le mental, c'est important. Pour parler du mental des sportifs paralympiques, je pense que la connexion est établie. Ça y est, avec Jessica. Jessica, est-ce que tu m'entends et que tout va bien chez toi? On est au top. Oui, tout va très bien. Je vous vois, je vous entends. C'est important. On écoutait Pauline Déroulède, on écoutait la magie Yannick Noah, bien sûr, il y a quelques instants. Il faut de tout, que ce soit pour les valides ou les gens handicapés, quelle que soit la hauteur, évidemment, de leur déficience. Le côté mental joue beaucoup. Déjà, on l'a vu dans le sport olympique. Et chez les parents encore plus, peut-être, non, Jessica? Chez les parents encore plus, et on vient de le voir justement en écoutant le témoignage de Pauline, c'est que vraiment, plus que jamais, là, dans leur cas, le sport devient un moyen de reconstruction, clairement, et ça redonne du sens à leur vie, ça leur permet de se remettre beaucoup plus rapidement de cette épreuve bouleversante le plus souvent, c'est généralement un accident, une maladie. Donc le sport a une vraie importance et le mental qui va avec aussi. Et évidemment, pour ces sportifs paralympiques, ils sont accompagnés par des professionnels, par des experts. Il y a beaucoup plus de défis en fait qu'un sportif olympique qui a déjà beaucoup de choses à gérer. Et ben là, je pense que pour les athlètes paralympiques, c'est encore plus compliqué. Et Pauline parlait justement du manque d'infrastructures. Ça fait partie effectivement des problématiques qu'elle rencontre au quotidien, notamment. Ah oui. Et ça rajoute de la complexité et des difficultés psy. Bien sûr, et il n'y a pas que le mot victoire non plus dans leur carrière, dans leur tête, quoi. Il y a cette participation à un grand événement, c'est encore mieux que les Jeux Olympiques à Paris, bien sûr. Mais c'est ça en fait je pense pour eux, et ils sont très bien placés pour le dire, mais j'en rencontre beaucoup, je parle aussi beaucoup avec le corps médical de manière générale et tous ceux qui les entourent. Je pense que leur véritable triomphe, c'est la capacité à se surpasser chaque jour. Au-delà
de la victoire, au-delà du triomphe. Le simple fait déjà de participer à ces jeux, c'est juste incroyable en fait pour eux. Ça va leur permettre déjà d'être en haut de l'affiche. Et je pense que ça fait du bien parce qu'ils se sont tous battus pour être là. Et ça permet aussi de montrer qu'on peut repousser les limites, de démontrer qu'on est capable de rivaliser au plus haut niveau. Et là aussi, en fait, ils se battent pas seulement pour être en haut du podium, mais c'est aussi pour eux, en fait. C'est vraiment pour eux qu'ils le font. Évidemment, c'est pour eux, c'est combattre leur douleur, cette gestion de la douleur de façon mentale. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il est déjà 20h, Jessica. On a des petits problèmes de liaison tout à l'heure. On va être obligé de se quitter ce soir parce que la cérémonie, on ne veut pas la louper. On vous laisse la voir là où vous le souhaitez sur n'importe quel site. On va remercier toute l'équipe, bien sûr, ce soir. On se garde les petites photos pour demain. Jules, on a plein de photos à vous offrir. Jérôme, t'oublies pas le défi? Défi, qu'est-ce qu'on a dit? Taekwondo. C'est bien. T'as bien. Jérôme. Tu surveilleras, Fabrice, bien sûr. Hein. Et on salue évidemment nos nouveaux consultants, avec ceux qui ont disputé des jeux, qui rêvent d'en disputer aussi, comme Christelle, comme Johan et Nolan qui étaient avec nous. On est ravis de vous retrouver jusqu'au 8, on sera ensemble. C'est ça qui est génial parce qu'on a le temps d'en profiter tous les soirs. L'émotion de nos consultants, notre façon de voir nous aussi les jeux, et que ce soit du physique ou du mental, on va surveiller tout ce qui se passe bien sûr pendant ces jeux. Salut à tout le monde, je vous vois tous dans les fenêtres, vous êtes magnifiques, je vous embrasse très fort. Passez une belle soirée, je fonce voir la cérémonie d'ouverture et je vous raconte tout demain avec toute l'équipe évidemment de Radio Sport qui sera au rendez-vous 19h 20h. Bonsoir Paris. Radio Sport.